Salut Manu. Bonjour Elodie. Vas-y, je t'en prie. Hop. Merci. C'est un des lieux les mieux sécurisés de France. Un service sensible qui ouvre rarement ses portes. Nous sommes à l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie, à Pontoise, en région parisienne. Tiens, vas-y, tu vas le poser ici. Le capitaine Missiou et le commandant Famoy sont les gardiens de ce coffre-fort très spécial. Je te laisse porter le scellé. Ok, 49. Donc là, tu vois, c'est la 50... non, c'est la 53. Ouais. Dans ces armoires sont conservées 180 000 pièces à conviction. Toutes concernent des affaires non élucidées, les fameux cold cases. Et ensuite, eh ben, écoute, il n'y a plus qu'à le mettre à l'emplacement. Ces dossiers renferment l'ADN de trafiquants de drogue, d'assassins, de tueurs en série, qui n'ont toujours pas été identifiés. Et ben voilà. Donc là, c'est l'un des scellés les plus anciens que l'on conserve chez nous. Donc on voit que c'est pour une affaire de viol, donc auteur non identifié. Elle date de août 98, donc ce sont des lames sur lesquelles on a déposé des sécrétions vaginales et également salivaires. Okay. Alors là, par exemple, typiquement, là, on est sur une affaire grave puisqu'on est sur un homicide. Donc on a un verre de vin. Donc c'est précisé retrouvé sur la table de la scène. On a retrouvé de la salive. L'auteur de cet homicide est toujours recherché, est encore inconnu. Il n'a pas été identifié. Alors ce qui est génial avec l'ADN, c'est qu'on va pouvoir justement identifier des auteurs plusieurs années après les faits. Alors, il suffit qu'ils commettent un simple petit délit pour lesquels ils vont être interpellés, ils vont être prélevés et leur ADN va être enregistré dans le fichier des empreintes génétiques. L'ADN, il a révolutionné les enquêtes criminelles ces dernières années. Une goutte de salive, un poil, un simple contact de la peau sur un objet, et les enquêteurs peuvent identifier le coupable. Mais à une seule condition. Le criminel doit être répertorié dans le fichier génétique de la police et de la gendarmerie. Mais ça, c'était hier. Aujourd'hui, grâce au progrès de la science, les enquêteurs peuvent remonter jusqu'au coupable, même s'il n'est pas fiché. C'est la recherche en parentèle. Cette technique a permis de résoudre plusieurs affaires jusque-là dans l'impasse. Nous en avons suivi 3 aux côtés des enquêteurs. Celle d'un violeur en série qui, pendant 5 ans, a agressé une quarantaine de femmes en région parisienne. Il s'allonge sur moi, complètement. C'est là qu'il a commencé à passer la main sous ma jupe. Si tu cries, je te tue. Ça restera là toute ma vie. Vous verrez comment la génétique a permis de remonter jusqu'à l'agresseur. La deuxième affaire est l'un des faits divers les plus marquants de ces 20 dernières années. Le meurtre d'Élodie Kulik, la banquière de Péronne. Là aussi, l'ADN a fini par parler. Là, on a la carte génétique de l'auteur du viol d'Élodie Kulik. J'ai pas été là pour la protéger quand c'est arrivé, mais je lui ai promis que je trouverais et que ce crime ne serait pas impuni. Dans la troisième enquête, grâce à la parentèle, les gendarmes ont relancé un dossier qui dormait depuis plus de 20 ans. Cette affaire commence à Reims, dans les années 90. Une vieille dame est retrouvée morte, chez elle, ligotée. Son appartement a été saccagé. Elle a été tabassée. Il n'y a aucun témoin. Par chance pour les enquêteurs, son corps porte les traces ADN de son agresseur. Hélas, à cette époque, le fichier génétique n'existe pas encore. Malgré les années, jamais cette trace ne révélera l'identité du criminel. Et puis, 20 ans plus tard, en 2016, l'enquête est relancée grâce à la toute nouvelle technique de la parentèle. C'est à Bastia, en Haute-Corse, à des centaines de kilomètres de la scène de crime, que l'affaire pourrait connaître son dénouement. Le lieutenant Martin et son collègue sont chargés d'aller recueillir l'ADN d'un homme qui pourrait être le tueur de la vieille dame de Reims.
Oh Willy, je te prends le kit, hein, ADN. Bonjour. Bonjour monsieur, on vient dans le cadre d'une enquête nationale, on a des choses à vous demander. Oui. Est-ce que vous pouvez nous recevoir quelques instants? Oui, entrez. Merci. Merci. En 99, il y a eu un vol avec violence qui a été commis chez une personne comme vous, une personne âgée, on l'a volé, on a commis des violences et malheureusement cette personne est décédée. Il y a eu une enquête qui a été menée par la gendarmerie à l'époque et elle n'a rien donné. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, on peut faire des recherches à partir d'une trace ADN. On est là pour vérifier si votre ADN il correspondrait à celui de la scène de crime de 99. Oui. Voilà. Je pense qu'il devrait y avoir une erreur ou quelque chose comme ça. Cet ADN-là Ça sera ensuite détruit. D'accord? Le Bastiais a plus de 80 ans, son casier est vierge et il ne s'attendait pas à recevoir la visite des gendarmes. Voilà, ce que je vous demande, c'est de le mettre dans la bouche, de l'imbiber un peu déjà dans la bouche. Voilà, gardez-le dans la bouche. Mais comment sont-ils remontés jusqu'à lui? Ils ont d'abord cherché tous les hommes répertoriés dans le fichier de la police, dont l'ADN se rapproche de celui du tueur de Reims. 412 noms sont sortis. Parmi eux, Antoine. Il est fiché pour délit routier. Les gendarmes l'ont contacté en juin dernier. Je reçois un coup de téléphone, gendarmerie nationale, bonjour monsieur. Alors on aimerait vous entendre parce qu'on a retrouvé une partie de votre ADN sur un cadavre qui a été retrouvé il y a 15 ou 20 ans. Ouh là, d'un coup, on tremble, hein. On se dit, moi j'ai jamais mis les pieds dans le Nord déjà. C'est pas moi. Non, mais on sait que c'est pas vous, vous inquiétez pas. Mais vous avez une partie de votre ADN qui pourrait correspondre. Donc est-ce que peut-être votre père ou votre fils? Alors j'ai pas de fils, j'ai une petite fille de 4 ans et demi. Mon père éventuellement, mais enfin s'il a le même caractère que moi et la même façon d'être que moi, je pense pas que mon père ait pu faire des choses pareilles, mais on sait pas. Comme les 412 hommes du fichier, Antoine a un code génétique proche de celui du tueur, mais pas totalement identique. En revanche, dans sa famille, quelqu'un a peut-être exactement le même ADN que le coupable. Vous pouvez me le donner, s'il vous plaît? Merci. Le père d'Antoine intéresse particulièrement les enquêteurs. Son âge colle avec les faits perpétrés il y a 20 ans. Son ADN dira si oui ou non il est le criminel. Je n'arrive pas à comprendre. Vous n'arrivez pas à comprendre? Si vous voulez, on remonte vers vous par l'intermédiaire de votre fils, entre guillemets. Hein. Apparemment, Oui, c'est ça. vous n'avez pas eu un fils naturel que vous n'avez pas reconnu? Non. Non? Parce que nous, dans notre enquête, dans nos investigations, on remonte vers vous par rapport à ce monsieur. Qu'est-ce qui vous surprend? Ça. Les gendarmes réalisent qu'ils viennent de dévoiler, malgré eux, un lourd secret de famille, jusque-là bien gardé. L'octogénaire affirme ne pas connaître l'existence d'un fils prénommé Antoine. Parce que si vous voulez, le monsieur dont on vous parle, là, Antoine... Mais je ne comprends pas le nom de ce... Il est né en 75, donc au moins dans les années 75. Ouais, mais les années 75, j'en ai eu des aventures aussi. Mais vous avez eu des aventures. Bon, ben, ça peut être un accident, hein, ça arrive, hein, vous savez comment ça se passe. Ouais, Hein. mais justement, mais... C'est juste que par rapport à l'enquête judiciaire, nous, on a besoin de vérifier que potentiellement vous pouvez être le père de cet enfant que vous avez choisi, et c'est tout à fait votre droit de ne pas reconnaître, peut-être pour des circonstances particulières, hein, si c'est une aventure d'une soirée qui donne... Ça arrive. Hein. Ça arrive, hein, bien sûr. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème, on n'est pas là pour juger ça. Par contre, son ADN est proche de celui qui a été découvert, et du coup, par ricochet, le vôtre intéresse les enquêteurs. Moi, qu'est-ce que je risque là-dedans? Rien, vous risquez rien, sauf si c'est vous qui avez commis les faits à Reims en 99, mais ça... Vous êtes allé à Reims? Jamais de ma vie. Bon, bah voilà, donc ça va être vite réglé. Bon, vous faites votre travail, moi. Ouais. Au revoir, bonne journée. Allez, au revoir. Dans cette affaire, les gendarmes ont déjà effectué 500 prélèvements comme celui-ci partout en France, pour un coût d'environ 200 000 €. C'est cher et fastidieux, et jusqu'à présent, l'assassin de la vieille dame n'a pas été identifié. Le test ADN du vieux Bastiais dira s'il est impliqué dans ce meurtre. Mais les résultats ne seront pas connus avant plusieurs mois.
Certaines affaires, elles, ont déjà démontré l'efficacité de la recherche en parentèle. L'enquête sur le meurtre d'Élodie Kulik en est un exemple. Il n'y a plus rien, je pense pas. 15 ans après le meurtre de sa fille, Jackie Kulik attend toujours que le ou les assassins présumés soient renvoyés devant les tribunaux. Élodie avait 24 ans. Elle a disparu un soir d'hiver comme celui-ci. J'ai pas été là pour la protéger quand c'est arrivé, mais je lui ai promis que je trouverais et que ce crime ne serait pas impuni. Et je veux que ce crime soit puni le plus sévèrement possible parce que, je vous dis, bon, violer, étrangler, brûler, non, c'est trop affreux, c'est des barbares qui commettent des actes pareils, des barbares. Le destin d'Élodie Kulik s'est brisé à quelques kilomètres de là, en pleine nuit, dans un champ au beau milieu de la campagne picarde. C'était le 10 janvier 2002. Ce soir-là, elle dîne avec un ami dans ce restaurant chinois de Saint-Quentin. Vers minuit, Élodie prend sa voiture pour rentrer chez elle. Elle n'a qu'une demi-heure de route. Il fait très froid et il y a un léger brouillard. Elle n'arrivera jamais chez elle. Le lendemain matin, les gendarmes de Péronne sont alertés par des automobilistes. Ils ont repéré une voiture au beau milieu de ce champ. Elle semble avoir fait une sortie de route. Ces deux hommes ont enquêté sur la mort d'Élodie depuis le premier jour, il y a 15 ans. Georges Charrière, à gauche, est journaliste au Courrier Picard. Thierry Fouache était gendarme à Péronne. Élodie a quitté Saint-Quentin vers 23h30, elle est rentrée chez elle sur Péronne. Et pour une raison qu'on ignore aujourd'hui, c'est qu'elle a mordu l'accotement et pris le talus qu'on voit ici. Et d'un seul coup, donc, le véhicule s'est engouffré et, hop, et a basculé. Bon, tu te souviens, donc, la voiture, elle était ici. Les clés étaient sur le contact. Et derrière les sièges passagers, on avait le sac. À ce moment-là, pas de quoi s'inquiéter. Les gendarmes pensent que la jeune femme est rentrée chez elle à pied, à moins qu'elle ait été prise en stop. Ils appellent son père. Ils m'ont dit, bon, on a retrouvé le véhicule de votre fille, est-ce que vous pouvez nous dire si elle n'est pas chez vous? Parce que le véhicule était ouvert et personne à l'intérieur. Quand Jackie leur apprend qu'elle n'est pas chez elle, les gendarmes restent malgré tout confiants. À Péronne, on m'a dit, bon, les recherches sont lancées. Malheureusement, elle peut avoir eu un accident et s'être réfugiée dans une grange. Jackie Kulik n'y croit pas. Inquiet, il se précipite à l'agence du Courrier Picard, où travaille Georges Charrière. Il va voir les journalistes, il leur ramène une photo, il dit « Ma fille a disparu, passez un appel à témoin ». Il s'est passé quelque chose. La photo d'Élodie Kulik est publiée dans l'édition du lendemain matin. L'inquiétude monte. Toute la compagnie de gendarmerie de Péronne est mobilisée pour retrouver la jeune banquière. Et puis, en fin de matinée... Quand le téléphone a sonné, là, on m'a annoncé qu'on avait retrouvé un corps qui était vraisemblablement celui d'Élodie. Et donc, on s'est présenté à la gendarmerie et bon, on a eu droit au test ADN pour dire de s'assurer que c'était bien le corps d'Élodie qui avait été retrouvé. Voilà. On a pris ça par téléphone. D'après les premières constatations, Élodie n'a pas eu cet accident toute seule. Une voiture lui aurait coupé la route, l'obligeant à finir sa course dans le champ. Le corps de la jeune fille est retrouvé à 5 km de là, dans une décharge agricole.
Surtout du brouillard en plus. Le gendarme Thierry Fouache est l'un des premiers sur les lieux. C'est le genre d'affaire qui marque. On regarde notamment de ce qui s'est passé, on regarde ce que la victime a pu subir. Et bon, c'est toujours émouvant. Bon, ça fait un petit passement au cœur, quoi. Il y a 15 ans, cet agriculteur labourait son champ au même endroit. Et justement, un peu plus tôt dans la matinée, il avait vu la photo d'Élodie dans le journal. C'est vous qui avez retrouvé le corps d'Élodie à l'époque des faits? C'est ça, c'est moi qui ai retrouvé l'hélicoïque. D'accord. C'est une image, là, 15 ans après, qui vous reste? Ça reste toujours une petite image, oui. Ça s'efface un peu, mais bon. Vous pourriez me montrer un petit peu où elle était, où vous l'avez retrouvée, et puis les circonstances où... Là, son corps était où? Et puis il est retrouvé à peu près ici, quoi, d'accord, ok, ouais, par rapport. Et elle était quoi? Elle était face contre terre, sur le dos? Sur le dos. Sur le dos? Sur le dos. D'accord. C'était comme une racine d'arbre qui était déposée. Le corps ressemble à une racine d'arbre parce qu'il est calciné. Elle a été violée, étranglée et brûlée. Ça, c'est les 3 phases de la mort d'Élodie. Il la viole, il la tue. Il la tue. Et après, il brûle le corps. Et à première vue, pour la tuer, ils n'utilisent rien, quoi. C'est les mains, quoi. Les meurtriers ont tout fait pour effacer leurs traces. Mais les gendarmes vont découvrir un indice capital. Voilà 16 ans qu'Élodie Kulik a été assassinée, sans qu'aucun suspect n'ait pu être identifié. Élodie a été retrouvée sans vie, près d'un champ dans cette décharge agricole du nord de la France. Ce soir-là, le tueur a brûlé son corps pour ne laisser aucune trace. Mais comme nous l'explique Georges Charrière, journaliste, c'est le fameux tarmac. Ah ouais. Et Thierry Fouache, le gendarme qui a mené l'enquête. À l'époque des faits, on avait un arbre. Ouais, je me rappelle. L'homme a laissé sur place un indice qui pourrait permettre de l'identifier. On a un préservatif usagé qui est découvert sur place, avec son emballage. Une serviette avec genre de peinture et puis des mégots de cigarettes. Donc là, on a la carte génétique de l'auteur du viol d'Élodie Kulik. À partir du moment où sur une scène de crime, il y a autant d'éléments, on se dit qu'effectivement, ça va sortir, quoi. Mais quelques jours plus tard, le laboratoire d'analyse génétique annonce une très mauvaise nouvelle. L'ADN retrouvé sur le préservatif est inconnu. Il n'apparaît dans aucun fichier. L'homme à qui il appartient n'a jamais eu affaire à la justice. En 2002, le fichier des empreintes génétiques n'en est qu'à ses débuts. Seulement 4000 délinquants sexuels y sont alors fichés. Les gendarmes vont se lancer dans une enquête de terrain d'une ampleur sans précédent. Les 20 militaires en permanence pendant 2 années à ne faire que ce travail, à ne penser que dossier Élodie Kulik, ne faire que ça. C'est la première fois que je voyais en 36 ans de gendarmerie ce genre de moyens mis en œuvre sur un tel dossier. Ça chiffre quand même par millions, quoi. Les gendarmes ont une certitude. Pour déposer le corps à l'endroit où on l'a découvert, il faut connaître le coin. Le tueur est forcément un homme de la région, un Picard. Les enquêteurs vont donc prélever l'ADN de plus de 5000 hommes vivant entre Péronne et Saint-Quentin. Jackie Kulik, le père d'Élodie, met tous ses espoirs dans cette opération d'envergure. Chaque fois que j'appelais le juge, il me disait bah, « Écoutez, M. Kulik, on a encore 20 ou 30 ADN qui ont été envoyés au FNEC. » Et puis, chaque fois que ça revenait, bien évidemment, ça revenait négatif. Hein. On a quand même quelque chose. On a quand même quelque chose qui nous permettra, un jour ou l'autre, de trouver qui a fait quoi. 10 ans passent et l'enquête piétine.
En 2012, les scellés de l'affaire Kulik, stockés dans le coffre-fort des affaires non élucidées, sont ressortis. À la section de recherche d'Amiens, le commandant Famoy, l'un des meilleurs spécialistes des empreintes génétiques, reprend le dossier avec une idée qui va tout changer. Toutes les pistes qui pouvaient être envisagées au départ ont été explorées, mais ça n'a pas donné lieu à l'identification du suspect. Surtout, par rapport à la tâche qui m'attend, je me sens minuscule, quoi. Parce que j'ai pas non plus 15 ans d'expérience de police judiciaire derrière moi. Je me dis, mais comment je peux remonter sur un individu pour lequel, voilà, je n'aurais jamais aucune chance de le trouver dans le fichier. Et c'est là que me vient l'idée, je dirais, de me dire, ben, si lui n'y est pas, peut-être qu'un parent biologique, au sens premier du terme, y est. Pour comprendre, il faut plonger dans le corps humain. Il est composé de milliards de cellules. C'est dans le noyau de chaque cellule que se trouve l'ADN. Il est unique pour chaque individu. Cependant, les membres d'une même famille ont plusieurs segments d'ADN en commun. Je commence à chercher dans la bibliographie scientifique et je me perçois qu'aux États-Unis, et là c'est un coup de chance extraordinaire, il y a un article dans Science Magazine qui sort au sujet du Grim Sleeper, qui est un violeur et un tueur en série qui a sévi du côté de Los Angeles et qu'ils ont réussi à identifier justement par le biais de son fils. On l'appelle Grim Sleeper, le dormeur lugubre. Il est le pire tueur en série ayant sévi à Los Angeles. Entre 1985 et 2007, il a assassiné une dizaine de jeunes femmes dans les ghettos noirs. Leurs corps ont été découverts dans des poubelles. Les policiers ont bien un ADN, mais il est inconnu. Jusqu'au jour où ils arrêtent un jeune homme pour port d'armes illégales, Christopher Franklin. Ils découvrent que son ADN correspond à 50% à celui du Grim Sleeper. Les policiers se fient alors à la science. L'un de ses parents pourrait avoir un code génétique qui matche à 100%. Intuition payante, l'ADN du père de Christopher Franklin est bien celui du tueur en série. Pour la première fois, la technique de la parentèle permet de confondre un criminel. Il s'appelle Lonnie Franklin. Il est éboueur. Grâce à la parentèle, il est arrêté 30 ans après son premier meurtre. Mais il nie tout en bloc. My name is Henrietta Wright. Go ahead, take a close look. No recollection at all. No recollection, or you just don't? I don't know her. I don't know her. But ugly, I don't know her. I mean, all of these people that you say you don't know, through scientific evidence, are all pointing the finger at Lonnie David Franklin Jr. Sit there and look at their faces, all staring at you, pointing that finger at you. Lonnie Franklin est reconnu coupable de 10 meurtres. Condamné en 2016, il attend son exécution dans le couloir de la mort. Pour le commandant Famoy, cette affaire prouve que son idée est la bonne. Mais il reste un problème de taille. Cette technique n'est pas encore autorisée en France. Je me dis, mais pourquoi ne pas utiliser cette idée-là, je veux dire, en France? Sur le fait que je puisse faire ou pas la recherche en parentèle, on s'aperçoit tout simplement qu'il y a un vide juridique. C'est-à-dire que ce n'est ni interdit, ni autorisé. Par contre, ce qui n'est pas défendu est possible. Et en fait, je m'engouffre dans cette brèche pour tenter de faire passer mon idée. Durant un an, les plus hautes autorités de la gendarmerie, de la police et du ministère de la Justice se réunissent. Ils élaborent ce texte, un protocole d'accord. Il autorise pour la première fois en France la recherche en parentèle. La loi est votée en 2016. Dans l'affaire Elodie Kulik, le commandant Famoy décide, comme les policiers américains, de chercher dans le fichier l'ADN le plus proche de celui du tueur.
J'obtiens les premiers résultats. Et là, c'est la grande surprise parce que, bon, étant moi-même biologiste de formation, je m'aperçois de suite qu'il y a un nom qui en ressort, qui peut être un parent biologique et qui présente des caractéristiques tellement particulières qu'en définitive, je me dis qu'on peut vraiment être sur la bonne piste. L'ADN retrouvé dans le fichier est celui d'un homme impliqué dans une agression sexuelle sur mineur. Il vit dans la même région qu'Élodie. Pour le commandant Famoy, son ADN est tellement proche de celui du tueur qu'il y a de fortes chances que le coupable soit un membre de sa famille. Peut-être le père, le frère ou l'un des enfants de l'homme fiché. Ce dernier a 2 enfants, l'un qui était en bas âge au moment des faits et l'autre qui avait une vingtaine d'années. Et en fait, très rapidement, l'enquête traditionnelle cible le deuxième. Le frère aîné, il s'appelle Grégory Viard. Il a 22 ans au moment des faits. Les gendarmes en sont sûrs, ils ont enfin trouvé le meurtrier d'Élodie Kulik. Il ne reste plus qu'à prélever son ADN, mais ils vont avoir une énorme déception. Tout comme Georges Charrière. En janvier 2012, il est le premier journaliste à avoir le nom de Grégory Viard. Immédiatement, il se rend dans le village où habite le jeune homme, à quelques kilomètres du champ où a été retrouvé le corps d'Élodie. L'homme qui a été identifié par les gendarmes, c'est Grégory Viard. Et Grégory Viard, il est là, sous cette plaque de marbre. Il est mort un an après la mort d'Élodie. Grégory Viard s'est tué dans un accident de la route. Pour obtenir son ADN, les gendarmes doivent exhumer son corps. Le 23 janvier 2012, ils font boucler le cimetière où il repose. Ils ouvrent la tombe de Grégory Viard. J'étais là quand ça s'est passé. Le cimetière a été bouclé, il y avait des bâches partout, une espèce de tente qui était autour de cette tombe. Le corps de Grégory Viard a été sorti de sa tombe. Il a été amené à l'Institut médico-légal de Saint-Quentin. Les techniciens ont fait des prélèvements au sein de ses os. Et après, ils ont fait une comparaison avec l'ADN trouvé sur la scène de crime et son ADN. Et comme il dit, ça a matché. Grégory Viard est un jeune du pays, un artisan plombier, jamais condamné. Moi, je suis allé sur la tombe de Grégory Viard, et quand j'ai vu toutes ces plaques où on vantait sa gentillesse, j'ai été outré. Et sans cette technique de parentèle, peut-être que Grégory Viard serait resté un garçon sympathique que ses copains aimaient bien et qui aimait bien boire un coup avec ses potes. Grégory Viard est mort, mais l'enquête va connaître un rebondissement. Juste après son accident, Élodie a eu le temps d'appeler les pompiers et l'appel a été enregistré. Il révèle la présence d'un deuxième homme le soir du viol. Et comme vous le verrez, ce complice présumé, lui, est toujours en vie. Suite à l'affaire Kulik, la technique de la parentèle s'est généralisée pour les dossiers les plus anciens. Pendant plus de 20 ans, l'affaire du violeur de la forêt de Sénart a tenu les policiers en échec. Mais en 2015, la génétique leur a enfin permis d'arrêter un suspect. Cet homme est aujourd'hui incarcéré à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Voici la liste de ses agressions présumées. Elle fait froid dans le dos. Près de 40 femmes agressées au cœur de la forêt de Sénart, au sud de Paris, entre 1995 et 2001. Elles ont entre 16 et 73 ans. Parmi elles, Sabine. Elle n'oubliera jamais cet après-midi d'automne 1997. Je me suis engagée sur la gauche dans une allée cavalière qui était un peu moins large que celle-ci. Et là, dans le tournant, a surgi une personne qui était en mobilette, toute casquée.
Moi, j'ai engagé une fuite sur la gauche parce que j'ai entendu le moteur s'arrêter derrière moi et j'ai été très rapidement rattrapé. Et un combat s'est engagé. Un combat pour ne pas me retrouver allongé. Pour moi, être allongé, c'était la mort. L'homme dissimule son visage derrière son casque de moto. Mais Sabine parvient quand même à distinguer ses traits. Moi, j'ai retenu, mais j'étais pas du tout sûr. Hein. J'avais retenu quelqu'un qui avait une peau un peu mate et puis quelqu'un qui avait peut-être autour d'une vingtaine d'années. Voilà. Mais je ne pouvais pas avoir de certitude. Un premier portrait robot peut être dessiné. Un homme, taille moyenne, peau mate, la vingtaine pas plus, et circulant à scooter. Des indices bien maigres. Jean-Paul Bonnet, aujourd'hui à la retraite, est alors à la tête de la police judiciaire d'Évry. Cette affaire est une priorité pour son service. Cela fait une bonne quinzaine d'années que je ne suis pas revenu dans cette forêt. Ça rappelle beaucoup de souvenirs. Pas toujours très agréable, mais c'était le cœur de notre traque. Pour les policiers, l'homme devient le violeur à la mobilette. Il a toujours le même mode opératoire. Il sillonne la forêt au guidon de son scooter, en toute impunité, car ses victimes ne se méfient pas. Elles ne savent pas qu'un violeur rôde dans les environs. La police a décidé de ne rien dire à la presse. Mickey était pour nous une méthode. Il ne fallait pas créer une psychose. Et puis, il fallait quand même que nous nous montions suffisamment discrets. L'homme ne sait pas qu'il est recherché. Plus le temps passe, plus il prend confiance. Au fil des agressions, il retire son casque. Les témoignages se font plus précis. Le portrait robot s'affine. Les policiers retrouvent une trace ADN. Grâce à la présence d'esprit de Sabine au moment du viol. J'engage une négociation qui peut sembler surréelle ou perdue d'avance, puisque je lui demande s'il n'a pas un préservatif. À ma surprise, il s'éloigne de quelque part et il sort un préservatif rose. Juste après le viol, Sabine revient sur les lieux avec les policiers. Ils retrouvent le préservatif, mais l'espoir est de courte durée. Les comparaisons que nous avons effectuées, puisque nous avions réussi à récupérer sur certaines affaires des éléments génétiques, du sperme, et malheureusement, ça n'a rien donné. Pour tenter de piéger le prédateur, les enquêteurs essaient une vieille technique, celle de l'appât. Des policières en civil se promènent seules dans les bois. Sans résultat. Jean-Paul Bonnet ne sait plus où envoyer ses hommes. D'autant que le terrain de chasse de l'agresseur est particulièrement difficile à cerner. Vous voyez ici, c'est le parfait exemple de la difficulté, puisqu'on sort d'une zone boisée pour rentrer immédiatement dans une zone urbaine. Il y a des centaines d'issues qui sortent de la forêt, au nord, au sud. Au bout de 5 ans, l'agresseur commet enfin une erreur. Il sort de la forêt et agresse une femme dans un parc, en plein centre de Corbeil-Essonnes. Isabelle n'a rien oublié de cette nuit de novembre 2000. C'est la première fois qu'elle revient sur les lieux de son agression, aux côtés d'une amie. Ce soir-là, comme d'habitude, elle promène son chien dans ce parc, en bas de chez elle. J'arrive à cette hauteur et mon chien part en détalant, court après un chat et donc je l'appelle. Et là, je vois arriver une personne en face de moi d'un pas vraiment très décidé. Et comme à mon habitude, je lui dis bonsoir. Et là, j'ai un coup d'épaule qui me déstabilise, puis il va s'en suivre un coup de poing et je tombe à terre, quelque part par ici. Et on se bat. Il s'allonge sur moi complètement. Il me maintient les mains avec donc sa main gauche et avec sa main droite, c'est là qu'il a commencé à passer la main
sous ma jupe. Il m'a arraché mon collant. Mais auparavant, un détail qui n'est pas des moindres, c'est si tu cries, je te tue. Ça restera là toute ma vie, je pense. J'ai essayé de crier, je n'ai plus de voix. Ma bouche s'ouvre, mais je ne peux pas crier, je n'ai pas de son, je n'ai plus de voix du tout. La sensation d'avoir le sang glacé dans vos veines, c'est une sensation très particulière. Hein. Ça, je sais ce que ça veut dire. Et malgré tout, je me dis que je ne vais pas me laisser faire. Tant pis s'il m'a menacée, je ne peux pas me laisser faire parce que je sais très bien où ça va mener. Donc pas question. Un énorme coup de genou dans les parties le fait se redresser et partir en courant. Isabelle rentre chez elle, sous le choc. Le lendemain, elle s'aperçoit qu'elle a perdu un bracelet pendant sa lutte avec l'agresseur. En revenant sur place pour le retrouver, elle fait une découverte qui se révélera décisive. Et à cet endroit-là, là, soit ici, soit là, mais près de branches, je me souviens, parce j'ai écarté les branches, j'ai fouillé, j'ai vu le bracelet briller, et à côté, il y avait une montre en métal, avec un bracelet plutôt en cuir ou simili-cuir, juste à côté, quoi, on ne pouvait pas se tromper. Il y avait forcément un lien. Et je me suis dit, là Isa, tu tiens quelque chose, là, il faut que tu ramasses ça, quoi. Il faut que tu le rapportes. Isabelle a vu juste. Les policiers analysent les traces ADN présentes sur la montre de l'agresseur. Les résultats font enfin progresser l'enquête. Cette agression est importante sur le plan policier parce qu'elle nous permet de faire le lien avec le violeur de la forêt de Sénart. Grâce à cette affaire, on détermine avec l'ADN retrouvé sur la montre qu'il s'agit du même auteur. C'est la première fois que le violeur frappe en dehors de la forêt de Sénart. La traque est donc lancée à Corbeil-Essonnes. Les policiers quadrillent la ville. Une chasse à l'homme est lancée. Je pense que c'est à partir de ce moment-là que nous avons peut-être approché de trop près l'agresseur. Et il s'est senti inquiété de voir que la police commençait à se rapprocher de son secteur géographique et la série s'est interrompue brutalement. Le violeur de la forêt de Sénart disparaît totalement. Il ne commettra plus aucune agression. L'enquête s'enlise pendant 15 ans. Le dossier est rangé dans les archives. Les enquêteurs n'ont plus qu'un espoir, attendre que l'ADN finisse par parler. Après 20 ans d'investigation, l'affaire du violeur de la forêt de Sénart connaît une avancée décisive grâce à la technique de la parentèle. Sur un préservatif retrouvé après le viol d'une victime il y a 15 ans, un profil génétique a bien été établi, mais il n'a jamais permis l'arrestation d'un suspect. Jusqu'en 2015, c'est ici, au FNAEG, le siège du fichier national des empreintes génétiques, que cet ADN est à nouveau analysé. Mais cette fois-ci, les scientifiques cherchent parmi les hommes fichés pour des crimes et délits une partie seulement du code ADN du violeur. 28 noms sortent désormais. C'est peu dans ce genre de dossier. Pour Régine Michaud, alors patronne du service. Bonjour, je vous apporte un dossier à traiter en urgence. Les enquêteurs ont eu la chance de tomber sur un profil génétique peu répandu. Si le profil a des valeurs très rares, eh bien on aura peu de candidats qui ont au moins une de ces valeurs rares. Si au contraire le profil est très commun, on peut avoir des listes impressionnantes de candidats. L'ADN, c'est comme le physique d'une personne. Certains individus ressemblent à tout le monde. D'autres ont un physique particulier et donc plus rare, comme dans cette affaire. Avec seulement 28 noms, les policiers peuvent maintenant enquêter et réduire encore la liste. Ils épluchent tout, leur casier, leur entourage et surtout leur lieu de résidence. Assez rapidement, 4 noms ont été isolés, puis un seul qui correspondait à un individu fiché et qui est surtout, élément très intéressant, qui était originaire de Corbeil-Essonnes. Corbeil-Essonnes,
la ville de la dernière agression connue. Une bonne piste. Mais l'homme fiché n'a qu'une partie de l'ADN en commun avec celui du violeur. Un membre de sa famille, en revanche, a peut-être un code génétique parfaitement identique. Les enquêteurs s'intéressent à son frère, qui avait 20 ans au moment des faits. Ils décident de l'interpeller pour prélever son ADN. Son avocat, Maître Denis, décrit un homme sans histoire. Il était conducteur de bus, garçon ordinaire, scolarité moyenne, jamais condamné, pas de casier judiciaire. Il y a un certain nombre d'éléments qui peuvent permettre de penser que, quand bien même serait-il, le cas échéant, responsable des faits en question, il a pu y avoir de très graves dérèglements psychologiques qui ont entraîné une amnésie totale. On va supposer même qu'il ait commis les faits en question et ne se souvenait absolument pas de les avoir commis. L'homme nie avoir commis ces 40 viols. Mais son ADN est bien celui retrouvé dans le préservatif. Il est incarcéré en 2015 à Fleury-Mérogis. Pour son avocat, la technique de la parentèle à l'origine de l'arrestation de son client est un procédé discutable. Mais on a trouvé, en procédant à une opération que j'estime illégale. Pourquoi? Eh bien parce que ça aboutit finalement à suspecter la quasi-totalité des membres du fichier. Je vous donne un exemple. Votre frère est dans le fichier. Vous n'êtes pas dans le fichier. On enquête sur vous. On découvre que vous n'avez pas déclaré tous vos revenus. On vous poursuit pour fraude fiscale. Eh bien, c'est légal. Ça revient à suspecter la totalité ou la quasi-totalité des familles des personnes qui sont dans le fichier ADN. Ce qui veut dire que si vous avez un fichier avec 3 millions et demi de personnes, vous fichez potentiellement, sans le dire, 15 à 20 millions de personnes. Pour les victimes, l'arrestation d'un suspect a été une délivrance. 18 ans après son agression, Sabine n'y croyait plus. J'ai sonné. Bonjour, entrez, je vous en prie. Suivez-moi, je vous en prie. Alors, comment allez-vous? Waouh, un cri, soulagement, étonnement, tout ça mêlé, ce ne sont pas des mots. Ça fait du bien de savoir qu'on n'est pas seul, on n'est pas isolé. Puisqu'il y a toujours ce sentiment de ne pas avoir été soit cru ou alors d'avoir été rabaissé. Pour son avocate, il est impensable de remettre en cause la technique de la parentèle. Tout est parti de là, puisque finalement, c'est ce qui a permis au moins de mettre l'accent sur une personne, sur un suspect, et puis en recoupant certaines informations, l'endroit où il habitait à l'époque, la description faite par plusieurs des victimes, on s'est rendu compte que finalement, tout concordait, tout était parti de l'ADN. C'est central dans ce dossier, et en réalité, sans cette recherche en parentèle, le dossier serait toujours aujourd'hui mort et enterré, malheureusement. Le suspect, lui, attend son procès. Il risque jusqu'à 20 ans de prison. Dans l'affaire Élodie Kulik, sans la recherche en parentèle, jamais les gendarmes n'auraient pu remonter jusqu'à Grégory Viard, le violeur présumé de la banquière de Péronne. Mais le jeune homme de 22 ans ne sera jamais jugé. Il est mort en 2003. Un autre homme, lui, pourrait avoir à répondre de ce crime devant la justice. Car l'agresseur n'était pas seul le soir du meurtre. Un enregistrement sonore en apporte la preuve aux enquêteurs. Ce soir-là, à minuit 28 exactement, Élodie a le réflexe d'appeler les secours au moment de son agression. Allô, les pompiers là! L'appel est enregistré. Le journaliste Georges Charrière et le capitaine Fouache n'ont rien oublié de cette scène glaçante. Moi, la première fois que j'ai entendu la bande, ça m'a pris aux tripes, quoi. J'ai dit, sincèrement, ça retourne, quoi. Ça marque. On ne peut pas l'oublier. C'est 26 secondes, c'est très court, mais ça reste gravé à vie. Dans la tête, on l'a, quoi. On ne l'oublie pas. La voix qu'on entend sur l'enregistrement d'Élodie, c'est la voix, c'est la dernière fois qu'on va l'entendre. Sur la bande, Élodie ne parle pas, elle crie. L'appel dure à peine 26 secondes. Au milieu des hurlements, on entend les voix de deux hommes. Le premier suspect serait Grégory Viard. L'autre est inconnu. C'est lui que les gendarmes veulent maintenant retrouver.
J'ai entendu la bande originale, c'est plus un accent picard, de la région, des gens de la région. Ce qui est certain, c'est qu'il y a au moins 2 personnes différentes qui sont au niveau de la voiture d'Élodie, puisque l'appel a été passé d'ici. Ça, c'est une certitude. Le père d'Élodie, lui, met tous ses espoirs dans cet enregistrement. Une preuve, selon lui, qui pourrait enfin donner lieu à un procès. Je me suis dit que l'enquête va enfin redémarrer. Là, on va redémarrer une enquête parce qu'on va s'intéresser de très très près à Grégory Viard, à son entourage. Et fatalement, on va savoir avec qui il avait l'habitude de sortir, hein, quelles étaient ses habitudes, avec qui il avait l'habitude de sortir. Et donc, je me dis que là, c'est une nouvelle enquête qui commence. L'enquête démarre enfin. En Picardie, Thierry Fouache, avec ses collègues, repart sur le terrain comme au premier jour. Ils vont enquêter sur l'entourage de Grégory Viard, sur ses cousins, sur ses oncles et surtout sur ses amis. Donc je veux dire, bon, on relance l'enquête. On a la chance de pouvoir récupérer au niveau des enquêteurs le cahier de condoléances où tous les gens qui sont venus aux obsèques, qui ont mis un petit mot, un prénom et tout, je veux dire, bon, ça permet quand même d'avoir des idées sur les gens avec qui il est en relation, et puis d'essayer de retrouver ces gens, de les contacter, de les entendre, pour définir un petit peu la personnalité de l'intéressé, et puis savoir à l'époque avec qui vraiment il sortait, quoi. Quels étaient les gens qui étaient les plus proches dans son entourage. Les gendarmes font le tour des bistrots où le jeune homme avait ses habitudes. Il traînait avec une bande de copains, avec qui il faisait la fête. Le journaliste Georges Charrière décide d'enquêter sur ce cercle d'amis. Quand je suis arrivé sur cette tombe, il y avait un indice majeur, c'était toutes ces plaques. Et il y avait plusieurs plaques qui étaient consacrées au sport mécanique, des motos et notamment un véhicule tout-terrain, un véhicule 4x4. Et je m'étais dit à l'époque, dans un véhicule 4x4, on n'est pas tout seul. Quand on fait des rallyes ou des parcours, il y a toujours un pilote et un copilote. Et à ce moment-là, je me suis mis à chercher sur Internet. Et j'en ai trouvé un d'amis fidèle, fiable, toujours là aussi après dans les bistrots, toujours là pour boire des coups, toujours là pour faire la fête, toujours là aussi pour être parfois un peu agressif, un peu jouer de la testostérone, sortir les gros bras. Et cet ami, c'est Willy Bardon. Willy Bardon. Au moment du meurtre, c'est le meilleur ami de Grégory Viard. Ensemble, ils participent à des rallyes automobiles. Ce gaillard est connu comme un meneur, une forte tête. À l'époque, il tient un café dans cette maison, le Wills Bar, où il se retrouve avec toute une bande. Willy Bardon et ses amis sont interpellés par le capitaine Fouache. Et on débouche donc à l'opération de janvier 2013, début janvier 2013, où 7 personnes sont placées en garde à vue dans le cadre de l'environnement proche de Grégory Viard. Et lors de ces gardes à vue, je veux dire, le fait de faire écouter cette fameuse bande enregistrée lors de l'appel d'Élodie nous permet de confirmer que 5 nous disent que ça semble être Willy Bardon sur cette bande. En tout, ils sont 6 à reconnaître sa voix. Et lorsqu'à son tour, Willy Bardon est confronté à l'enregistrement de l'agression d'Élodie Kulik, il hésite. Son premier réflexe, il dit « mais ça semble être ma voix ». Et après, il dit « mais non, c'est pas possible, j'y étais pas ». Mis à part le fait que c'était un ami proche de Grégory Viard, avec qui il sortait, il faisait des sorties 4x4, je veux dire, on n'a rien, puisqu'on n'a pas d'ADN de Willy Bardon sur les faits. Willy Bardon clame son innocence, mais il est mis en examen et incarcéré, suspecté du meurtre de la banquière de Péronne. Les gendarmes n'ont alors pas grand-chose contre lui. Aucun ADN, aucune empreinte. Seul existe l'enregistrement. Les voix masculines entendues sur le dernier appel d'Élodie Kulik sont alors comparées avec la voix de Willy Bardon. Mais le travail est difficile, car l'analyse de la voix est beaucoup moins fiable que l'ADN.
La voie prise isolément comme élément de preuve à charge est pour moi extrêmement risquée, compte tenu de tous les éléments indiqués liés aux incertitudes de mesure, aux incertitudes de calcul, aux modélisations. Donc il faut être extrêmement prudent quand on prend la voie prise isolément en tant que preuve. Après 2 ans de prison, Willy Bardon est libéré en 2015. Le voici, dans le garage où il travaille. Il a refusé de nous parler. Bardon nie être impliqué dans cette affaire. Il espère que les juges prononcent un non-lieu en sa faveur. C'est pas très chaud, hein? Non. C'est aujourd'hui à 10 h que le tribunal d'Amiens va décider s'il renvoie ou non Willy Bardon devant une cour d'assises. Une attente insupportable pour Jackie Kulik. Yvonne, son amie, est au bord des larmes. Allez, il reste quelques heures. Ouais, il y a quelques heures encore, et puis on aura... Quelques heures, ça va être long. Ouais, ouais. Faut attendre, hein. Il y a encore 3 heures à attendre. 3 heures sur 15 ans, c'est pas grand-chose. Hein. Il y a 15 ans que j'attends quand même. Hein. Vous avez dormi là ces derniers jours? Oh non, j'ai pas dormi. Non, ça fait quelques jours où je ne dors pas. Hein. Mais je dormirai mieux après. Je dormirai après. J'aurai l'occasion de me reposer. De savoir le Bardon en liberté, c'est épouvantable. Hein. Savoir qu'un type pareil puisse bénéficier d'une liberté. On va espérer. J'ai beaucoup d'espoir. De toute façon, je vois pas comment il pourrait en être autrement. Hein. C'est pas possible. Hein. C'est pas possible. Hein. C'est pas sa tête que je veux. C'est le voir croupir en prison. Avec des années et des années de malheur. Encore quelques minutes et Jackie Kulik va savoir. Voilà, merci. Allez, au revoir. Les juges d'instruction ont finalement tranché. Je crois que la décision est bonne pour moi. C'est-à-dire qu'il sera mis aux assises. Quel Voilà. sentiment vous avez là à ce moment-là, maintenant? Enfin, c'est une bonne nouvelle. Allez, on avance, parce que... Voilà. Enfin, aujourd'hui, enfin. 6 avril. Je retiendrai. C'est une date que je vais graver. Georges Charrière, le journaliste, rejoint Jackie. C'est bon. C'est bon. Il y en a un paquet, là, mais il faut bien lire les deux dernières lignes. Oui, bon, c'est donc en conclusion de l'informatoire. Donc il est renvoyé devant la cour d'assises de la Somme. Ils feront certainement Viol, appel. séquestration, meurtre. C'est bien ça, Jacques? Ouais. Oui, c'est ça, c'est sûr. Ils feront certainement appel. Tu fais un truc tout toujours. Hein. Tu fais un truc tout de suite, je te remercie. Tout à l'heure, ciao. On arrive là au journal. C'est bien. Soulagé, oui. Willy Bardon a fait appel de la décision. S'il est rejeté, il pourrait comparaître devant une cour d'assises cette année. L'affaire Kulik n'aurait jamais connu une telle issue sans la recherche en parentèle. La technique est prometteuse, même si à ce jour 2 enquêtes seulement ont abouti en France grâce à elle.
Le meurtre de la vieille dame commis il y a 20 ans à Reims, lui, n'a toujours pas été élucidé. Les ADN du suspect Bastiet et des 600 autres hommes prélevés n'ont pas encore parlé.